avez peut-être déjà entendu parler de la légende d'un homme sauvage recouvert d'une épaisse fourrure et vivant dans la forêt, échappant à toute civilisation. Eh bien, ce type de créature est en réalité très commun et on le retrouve dans les récits et les traditions de plusieurs cultures à travers le monde. De la Mésopotamie avec Enkidu, compagnon fidèle du héros Gilgamesh, au Pays Basque avec le Bassajon, en passant par le Yeren de Chine, et plus récemment le Bigfoot nord-américain, presque toutes les cultures du monde ont dans leurs croyances une figure mystérieuse qui ressemble à un hybride entre un homme et une créature sauvage. C'est un humanoïde bipède couvert de poils, à la fois semblable à l'homme, mais encore plus sauvage et imprévisible. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'une de ces figures, connue sous le nom de Wodwose, qui désigne tout simplement l'homme sauvage tel qu'il apparaît dans l'art et la littérature de l'Europe médiévale. Cette figure servait à incarner la frontière entre l'homme civilisé et l'homme livré à ses instincts, un être qui vit hors des lois humaines et dont la présence est à la fois redoutée et fascinante. Les hommes sauvages ne sont pas apparus de nulle part au Moyen-Âge, ils sont hérités d'images beaucoup plus anciennes, comme les satyres de la mythologie grecque ou encore les faunes romains. Mais si l'on parle spécifiquement de l'homme sauvage médiéval, le Wodwose, eh bien l'une des plus anciennes mentions littéraires connues se trouve dans le poème Sir Gawain et le Chevalier Vert, rédigé vers la fin du XIVe siècle. Dans l'histoire, le héros, en errant dans la nature sauvage du nord du pays de Galles, affronte ce qui est appelé des Wodwos, décrits comme des créatures sauvages et poilues vivant en marge de la civilisation. Mais la littérature n'est pas le seul endroit où on les retrouve. Dans les bestiaires médiévaux, on peut souvent les voir dans toutes sortes de situations qui ont comme but de nous montrer quel était leur caractère. Alors, il y avait certaines images où ils étaient représentés couverts de poils, de la tête aux pieds, brandissant d'énormes massues ou des bâtons, en train de se battre avec des animaux ou des chevaliers, et dans d'autres représentations, on pouvait les voir en train d'enlever de jeunes femmes pour les ramener dans les bois. Toutes ces images s'appuient sur plusieurs histoires présentées comme de véritables témoignages. Il en existe plusieurs venant de chroniques médiévales et de récits populaires qui rapportent des rencontres avec ces êtres sauvages. Par exemple, dans les Annales Stadenses, une chronique rédigée au XIIIe siècle par l'abbé Albert de Stade, on rapporte qu'en 1187, des paysans de la région de Hesse, en Allemagne, auraient capturé dans la forêt un être humanoïde couvert de poils. La créature marchait debout, refusait de parler à quiconque et semblait incapable de s'intégrer à la société humaine. Ce genre de récit n'était pas isolé, on en retrouvait d'autres un peu partout en Europe. Une autre histoire se trouve dans la chronique mondiale saxonne et mentionne l'existence d'hommes sauvages vivant dans les montagnes du Harz, en Allemagne. Ils y sont décrits comme des êtres très grands et velus et surtout hostiles envers les hommes. Ils apparaissent souvent près des grottes, se situant loin des villages et des grandes villes. Mais l'un des récits les plus connus nous provient de la chronique anglaise de Ralph de Coggeshall, le Chronicon Anglicanum. Vers l'an 1167, des pêcheurs près du village d'Orford, dans le Suffolk, auraient capturé en mer un homme très étrange, complètement nu et très velu. Les pêcheurs l'avaient ramené et enfermé dans le château d'Orford, où il l'avait nourri exclusivement de poissons crus. Il refusa tout contact avec les habitants, ne parlait pas, ne riait pas, et semblait ne comprendre aucune langue. Après plusieurs mois de captivité, il réussit enfin à s'échapper et retourna à la mer. Cet épisode devint rapidement célèbre et circula dans de nombreuses chroniques médiévales. Qui était cet homme? Un naufragé venu de loin? Une créature sauvage mi-homme mi-animal? Des questions qui, très certainement, avaient nourri l'imagination des chroniqueurs et des conteurs de l'époque. Mais il n'y a pas que l'Europe occidentale, certains récits plus anciens associent aussi les hommes sauvages aux exploits des grands conquérants. Alexandre le Grand, le célèbre roi macédonien, est connu non seulement comme un stratège et un conquérant hors pair, mais aussi comme un aventurier qui a poussé son armée jusqu'aux confins du monde. Il existe un recueil de légendes médiévales autour de ses exploits, appelé le roman d'Alexandre. Dans certaines versions, on raconte qu'aux frontières de l'Inde, Alexandre et ses soldats auraient affronté des peuples très étranges et monstrueux. Parmi eux, on décrit des hommes velus, sans vêtements, vivant dans les forêts, loin des villes et des royaumes organisés. Pour les auteurs médiévaux, ces récits faisaient de l'homme sauvage une créature bien réelle, symbole à la fois de l'inconnu et de la frontière ultime entre l'homme civilisé et les barbares. Mais au-delà des récits d'explorateurs et de chroniqueurs, la figure de l'homme sauvage s'invite aussi dans les festivités de la cour.
comme en témoigne un moment assez particulier de l'histoire, celui du bal des Ardents. Dans le livre d'Agobert, roi des Francs, on nous parle d'un bal masqué organisé par le roi Charles VI à l'hôtel Saint-Paul à Paris au mois de janvier 1393. Lors du bal, le roi et plusieurs seigneurs s'étaient déguisés en hommes sauvages pour amuser l'assemblée. Plus tard, pendant les festivités, le duc d'Orléans, qui avait apparemment déjà un peu trop bu, s'était approché trop près des costumes avec une torche allumée. Le résultat, 4 membres de la troupe pris dans les flammes avaient péri ce jour-là. Seul le roi, protégé par la duchesse de Berry, qui jeta ses jupes sur lui, et un autre danseur, qui parvint à se jeter dans un baquet d'eau, survécurent au drame. Cet événement, connu sous le nom de bal des Ardents, marqua Charles VI qui sombra de plus en plus dans la folie. Autrefois surnommé le Bien-Aimé, il devint bientôt connu sous le nom de Charles le Fou. Mais alors quel est le rapport avec les hommes sauvages ? Eh bien, selon plusieurs chroniqueurs et historiens, le déguisement en homme sauvage n'était pas qu'une fantaisie de cour, c'était une tradition bien ancrée dans l'imaginaire médiéval, qui s'enracinait peut-être dans des rituels populaires beaucoup plus anciens. On croyait qu'en imitant les démons ou les esprits de la forêt, on pouvait désamorcer leurs pouvoirs maléfiques et ainsi se protéger d'eux. Bon, après, si certains y voyaient une pratique rituelle et symbolique, cela reste difficile à prouver de manière certaine. Tout ce que nous savons, c'est que la figure de l'homme sauvage a marqué l'Europe médiévale pendant très longtemps, provençant toutes les représentations dans les bestiaires et dans l'art de l'époque. Maintenant, reste à savoir s'ils ont réellement existé ou bien s'il ne s'agissait que d'un souvenir lointain de croyances païennes qui se seraient transformées petit à petit avec le temps. Peut-être étaient-ce des témoignages de voyageurs exagérés, de rencontres avec des peuples différents, ou encore la perception déformée des populations en marge de la société, qui vivaient loin des villes et des villages. Tout ça aurait bien pu alimenter toutes ces histoires transmises de bouche à oreille. Mais il est aussi vrai que les récits ne trouvent pas seulement leur origine dans la mémoire ou la rumeur. Certains chercheurs pensent que la légende des hommes sauvages pourrait aussi être enracinée dans des réalités bien plus concrètes, comme certaines maladies. L'hypertrichose, une condition génétique très rare qui provoque une pousse de poils excessive sur tout le corps et le visage, en est un exemple frappant. Au Moyen-Âge, dans un monde où les connaissances médicales étaient très limitées, une telle apparence restait incomprise, et ces cas particuliers ont probablement pu nourrir l'imaginaire des bestiaires et des récits populaires à l'époque. Au fond, c'est impossible de réduire le mythe à une seule explication. En réalité, c'est peut-être un peu de tout ça. Comme souvent au Moyen-Âge, les frontières entre le réel et l'imaginaire étaient floues, et c'est précisément cette ambiguïté qui a donné vie à la légende de l'homme sauvage. Ce n'est pas un hasard si tant de cultures à travers le monde ont conservé, chacune à leur manière, des figures similaires. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'il y a un fond de vérité derrière ces légendes, ou bien n'étaient-elles que des mythes et des rumeurs, un peu comme celles qu'on raconte aujourd'hui à propos du Yeti, du Sasquatch ou d'autres créatures modernes? Quoi qu'il en soit, l'homme sauvage n'a jamais vraiment disparu de notre imaginaire. Au contraire, il a continué à évoluer et à se réinventer jusqu'à aujourd'hui, où il occupe encore une place bien vivante dans la culture populaire. Vous avez peut-être déjà remarqué sur la façade de certaines églises, ou à travers les gargouilles qui les ornent, la présence d'étranges figures poilues. On retrouve aussi ces hommes sauvages sur des objets d'art médiéval et jusque dans les enluminures de certains manuscrits. Au fil du temps, ils se sont multipliés dans les tapisseries et les décorations, devenant presque omniprésents dans l'imaginaire visuel du Moyen-Âge. Un autre bon exemple de cette survivance est chez Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux. Il reprend l'idée des hommes sauvages à travers le peuple de la forêt de Dúadan, un peuple mystérieux, proche de la nature, qui nous rappelle directement ces anciennes représentations médiévales des Woodwose. La preuve que, parfois, les mythes les plus obscurs continuent à vivre, mais sous de nouvelles formes. Et sinon, des références aux hommes sauvages dans la culture populaire, il y en a plein, et je vous invite d'ailleurs à partager vos propres exemples en commentaire juste en dessous. Bref, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui sur les hommes sauvages, et merci à tous de toujours soutenir la chaîne, c'est vraiment très apprécié. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'essaye d'en sortir au moins une par semaine. Merci encore tout le monde, portez-vous bien et à très bientôt.